Je vais commencer la présentation traditionnelle, même si un certain nombre d'entre vous connaissent déjà le professeur Marco Bonecchi, qui va nous parler donc d'EBLA pendant 4 semaines. Marco Bonecchi est actuellement directeur de recherche à l'Institut des sciences du patrimoine culturel, ISPC. Les initiales sont les mêmes en italien et en français. Au Conseil national de la recherche, CNR, à Rome. Il a d'abord étudié la philologie sémitique à l'université de Florence, sous la direction de Pelio Fronzaroli, ce qui a donné naissance à son premier article paru dans Naboo en 1988, alors que la revue en était à sa 2e année d'existence. Et il est resté fidèle à Naboo. Grâce à l'index qui existe désormais, j'ai pu voir qu'il avait publié pas moins de 45 notes, la dernière, il y a quelques mois, sur l'onomastique royale d'EBLA. Mais revenons en arrière, en 1988, il publiait aussi cette année-là 2 articles dans le volume 15 de la série Quaderni de Semistica. Et cette partie de ses activités a abouti à un doctorat soutenu à l'Université de Florence en 1993. Mais entre-temps, il avait poursuivi sa formation en assyriologie à Paris, sous la direction de Jean-Marie Durand, qui va nous rejoindre dès que le RERB voudra bien fonctionner à nouveau. Donc à l'école pratique des hautes études, au sein de l'UPR 193 du CNRS, entre 1989 et 1997. C'était l'époque mythique maintenant de la rue de la Perle, quand les tablettes inédites de Marie étaient conservées dans le Marais. Et Marco a ainsi publié un article dans le premier volume de la série Florilegium Marianum en 1992, qui était consacré aux relations amicales syro-palestiniennes, Marie et Eratzor au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Et cette étude a été suivie de nombreuses autres qui incluaient bien souvent la copie et l'édition de tablettes inédites. Il a aussi publié en 1997 une grande tablette de la collection de l'École pratique des hautes études qui documentait la conscription à l'Arsa après la conquête babylonienne. Marco Bonecchi a également eu de nombreuses expériences sur le terrain, participant notamment à la fouille de Tel Banat en Syrie entre 1992 et 1999, et d'autres dont vous pourrez voir le détail si vous avez des curiosités sur Internet. Et puis, c'est en 1993 que fut publié son livre sur les noms géographiques d'EBLA, qui formait le tome 12.1 de la célèbre série Répertoire géographique des textes cunéiformes. Et depuis, ses contributions à l'étude des archives d'EBLA sont innombrables, et il dirige à l'Université de Florence, depuis 2005, un projet sur la prosopographie. Marie, EBLA, ces 2 domaines d'expertise pourraient largement suffire à la vie d'un savant, mais depuis 2012, si je ne me trompe sur la date, Marco Bonecchi a ajouté, je dirais, une corde à son arc. Ce sont les études historiographiques dans le cadre du projet Grissot, dont je reparlerai demain en présentant Sylvia Alaora, qui nous donnera une conférence également à 11h. Vous avez dû le voir sur le site du collège, puisque c'est elle qui est la directrice de ce projet. Et il a ainsi mené à Oxford en 2017, puis en 2019, une enquête sur les études orientales anciennes à l'époque victorienne. Et ceux d'entre vous que cela intéresse pourront venir écouter le 20 juin prochain la communication qu'il fera avec Sylvia Alaora dans le cadre du colloque consacré à Jules Aubert que j'organise avec Antoine Jacquet. Là encore, si vous voulez avoir plus de détails, je vous renvoie au site du Collège de France. Mais c'est à EBLA que seront consacrés les 4 cours qu'il a été invité à donner ici, qui aurait dû avoir lieu l'année dernière, et puis un problème de santé, malheureusement, avait contraint Marco à repousser sa venue, et donc on est très content qu'il soit là maintenant avec nous, au Collège de France, et il est temps, mon cher Marco, que je te laisse la parole. Eh bien, merci Dominique, merci. Je suis ému
absolument ému, mais c'est une émotion positive, joyeuse, parce que pour moi, Paris, le collège, Dominique, Jean-Marie et les autres vieux amis que je vois ici, entre vous, bon, ça fait partie de ma jeunesse, de ma formation spéciale. J'ai eu de la chance à venir ici à un moment formidable. Eh bien, donc, j'espère que mon émotion sera vraiment positive et même pour vous une chose joyeuse. Alors, je commence en parlant des Blas. Ouais. Et ce que vous voyez, c'est un collage. Je n'ai pas choisi une image précise pour une raison précise, c'est-à-dire que je ne trouve pas qu'il y a quelque chose d'iconique comme, disons, le Code d'Hammurabi pour Babylone, une chose comme ça, pour ce genre de situation historique ancienne. La trouvaille est complexe, large, il y a beaucoup d'éléments, et donc je préférais montrer une diversité. Il y a un petit tentative de narration derrière le choix des images, mais j'espère qu'à la fin, tout ça sera clair. Pour l'instant, vous voyez trop de choses, un peu de confusion, qui est d'ailleurs fait partie de la situation même aujourd'hui. Mais vous voyez aussi une richesse. Et donc, j'essaierai de naviguer entre de tablette en tablette, de problème en problème, de trouvaille en trouvaille, pour montrer un développement qui est en cours de se faire, parce que la trouvaille est récente, mais pas si ancienne, et pas si ancienne d'avoir donné lieu à une interprétation stable. Donc, c'est un domaine encore bruyant et vivant et amusant pour ça. Alors, il y a 50 ans, de manière inattendue, une découverte a été faite près du village syrien de Mardih, 60 km au sud d'Alep. Une grande archive de tablettes cunéiformes a été trouvée par les archéologues dans une pièce d'un palais royal appelé Palazzo G en italien. Leur localisation géographique, leur datation et leur nombre de ces tablettes ont immédiatement fait du bruit dans le monde entier. Et la nouvelle de la découverte des textes des Blas a dépassé les frontières de la glorieuse mais petite discipline scientifique appelée assyriologie. Les tablettes des Blas sont le sujet de mes conférences ici, dans un des lieux où l'assyriologie a été fondée au milieu du XIXe siècle. Nous savons aujourd'hui que ces tablettes nous sont parvenues grâce à une destruction dévastatrice qui a causé l'incendie du palais des rois des Blas. Nous savons également que, par la suite, cette capitale politique a été détruite à 2 reprises, sans jamais se relever après sa dernière destruction, à peu près il y a 3500 ans. Les vestiges de Blas datent d'environ 3100 à 1600 avant Jésus-Christ, et les tablettes cunéiformes sur lesquelles je me concentrerai peuvent être datées de la fin du XXIVe siècle. Cependant, de nouveaux et graves dommages ont été malheureusement causés par les conflits sanglants qui ont ravagé la Syrie au cours des 15 dernières années. Vous voyez ici les sites archéologiques de Tel Mardih, fouillés par la mission de l'Université de Rome La Sapienza, qui, sous la direction de Paolo Mattie, a fait la grande découverte, soit les musées d'Idlib, où la majorité des tablettes des Blas étaient conservées, telles qu'il était, Mardih et Idlib, en 2010. Voici une première évaluation des dégâts subis par les sites, réalisée en 2014 par les Nations Unies. Et voici un article publié en 2022 avec une carte des fouilles illégales à droite sur le site de Tel Mardih, suivi
d'une série de photos satellites illustrant les dégâts subis par le site archéologique lui-même. Il s'agit d'un désastre. Mes conférences se concentrent toutefois sur les blagues anciennes et sur les débats scientifiques suscités par les découvertes italiennes. Dans ce mois de juin, je décrirai d'abord les textes cunéiformes trouvés à Tel Mardikh, et puis je les discuterai dans des contextes plus larges, allant de la Mésopotamie à l'Anatolie, à l'Égypte. Enfin, je terminerai par quelques réflexions à propos du travail, du grand travail, qui reste encore à faire sur les textes d'Ebla. Cette très grande photo satellite, qui s'étend de Marseille à Mumbai, montre à peu près où se trouvait Ebla. Cette carte plus précise du Proche-Orient ancien la montre avec plus d'exactitude. Et j'ai choisi une carte qui arrive à l'Indie et à l'Afghanistan et qui prend aussi presque toute la péninsule arabique et l'Égypte et l'Égée. Parce qu'en réalité, je pense que on peut mettre Ebla vraiment dans un contexte très large si on considère quelques données, matériaux précis qui existent. Par exemple, la trouvaille d'une quantité considérable de lapis-lazuli brut à Ebla, une pierre précieuse qui certainement vient de l'Afghanistan. Et donc, cette carte n'est pas... qui est un peu large, mais ça a été fait exprès. Et ici, vous voyez plus précisément une vue détaillée de l'emplacement d'Ebla en Syrie, ainsi que la couverture d'un volume scientifique qui, en 2018, a célébré le 50e anniversaire de la première découverte épigraphique majeure sur le site d'Ebla. La découverte des textes cunéiformes éblaïtes, on peut le dire sans superbie, fait partie de celles qui ont modifié la syriologie. Une douzaine de cas comparables, étalés sur les derniers 150 ans, peuvent être cités. Découvertes qui ont marqué l'époque ont eu lieu principalement en Mésopotamie, c'est vrai, par exemple à Ninive, à Sippar, à Nosy, Rish Dagan, à Uruk, à Lagash, mais aussi dans les régions voisines, Persépolis en Iran, de Persépolis en Iran à Hattusa Kanesh en Anatolie, d'Amarna en Égypte à Mari et Ougarit en Syrie même. Les fouilles italiennes à Tel Mardikh avaient commencé en 1964, alors que personne ne savait où se trouvait exactement Ebla. Le toponyme Ebla, qui identifie la capitale du royaume, était pourtant déjà bien connu des historiens grâce à des sources textuelles extérieures. En 1961, s'appuyant sur des textes cunéiformes du IIIe et IIe millénaire, avant notre ère, déjà découverts soit dans le sud de la Mésopotamie, je me réfère au texte du roi de Lagash Gudea et de l'Empire néo-sumérien, soit dans des sites syriens comme Mari et Al-Alach, J. Gelb, un grand savant, avait résumé la question de la localisation d'Ebla en suggérant de manière générique, prudemment générique, qu'elle se trouvait juste à l'ouest de l'Euphrate. En octobre, ou mieux, fin de septembre 1968, une découverte extraordinaire conduit rapidement certains savants à proposer que Tel Mardikh soit le site où se trouvait autrefois Ebla, ou peut-être mieux Ibla. Il s'agit d'un torse d'une statue sans tête en pierre qui a été trouvée non in situ, mais portant une inscription mentionnant deux souverains, et un nom de lieu, justement Ebla.
Et vous voyez ici mon actuelle tentative d'interprétation de ces textes qui reste encore difficile, écrit dans une forme particulière d'acadienne, qui devrait également inclure la continuation des traits typiques d'un idiome sémitique parlé et écrit dans la région d'Ebla pendant la deuxième moitié du troisième millénaire avant le Christ. En particulier, deux traits culturels typiques d'une Ebla plus ancienne sont certainement conservés dans les noms de deux rois éblaïtes de cette inscription. C'est un sujet sur lequel je reviendrai. À l'époque, fin des années 60, cette identification de Tel Mardik avec Ebla peinait à être acceptée, comme le montre le résumé historique paru en 1971 dans l'autorisé Cambridge Ancient History. On peut y lire des affirmations prudentes, consciemment basées sur une documentation indigène très rare, limitée à Marie, Braque et Byblos. Affirmations qui sont parfois encore acceptables aujourd'hui, mais qui le plus souvent se révèlent désormais fallacieuses. Une grande incertitude régnait quant à l'existence de l'écriture en Syrie à l'âge du Bronze ancien et quant à l'appartenance linguistique des idiomes parlés dans les plaines à l'ouest de l'Euphrate pendant cette période. On y entrevoyait la présence de ces mythophones, accompagnée toutefois d'une situation ethnique, linguistique et sociale hétérogène. En ce qui concerne l'importance manifestement considérable des sources écrites mésopotamiennes relatives à l'intrusion des Sargons d'Akkad au nord-ouest de la Babylonie, on supposait, à tort, que Toutoul se trouvait bien en aval et non bien en amont des Maris, les langues de l'Euphrate. Et donc, à cause de cette faute, de cette erreur cruciale, on proposait dubitativement que Bla et Urshum se trouvaient dans la vallée du Balikh, d'où une localisation pas trop occidentale d'Armanum, ville mentionnée dans les sources écrites mésopotamiennes relatives aux successives empereurs acadiens Naram-Sin. Naram-Sin qui aurait atteint la Méditerranée plus ou moins dans le nord du Liban. D'autres savants aussi à cette époque, début des années 70, doutent qu'Ebla se trouve à Mardik. Si on aime la découverte des tablettes d'argile inscrites en cunéiforme, si on aime ça, eh bien, les premiers feux d'artifice à Tel Mardik datent de 3 ans plus tard. En effet, en 1974, les palais royaux brûlés à la fin du XXIVe siècle commencent à livrer des textes cunéiformes datant de peu avant Sargon d'Akkad. La petite archive découverte cette année-là dans la salle 2586 du quartier nord du palais se compose de 33 tablettes qui étaient à l'origine conservées dans une jarre. Une bulle a également été trouvée dans cette salle. Encore inédites, ces petites tablettes ont un contenu administratif concernant des objets en or et en argent. Il y a toutefois une exception. Un des textes les plus importants parmi ceux trouvés à Ebla est inscrit sur les rectos de la tablette que vous voyez à droite, 120. Et la tablette ici, ce n'est pas à l'échelle de la bulle. Il s'agit de la liste des souverains pré-sargoniques d'Ebla. Et encore une fois, c'est un sujet sur lequel je reviendrai. Néanmoins, on peut déjà affirmer que les petites découvertes de textes cunéiformes faites entre 68 et 74 à Ebla, Tel Mardik, ont changé la syrologie en y introduisant 2 questions historiques cruciales dont la communauté scientifique discute encore aujourd'hui. Une entité politique dotée de textes cunéiformes,
témoignant d'une administration très complexe, apparaissait loin à l'ouest de la Mésopotamie, peu après le milieu du troisième millénaire. Elle fut suivie, après sa chute, d'une autre entité politique capable de consigner par écrit, de manière encore une fois originale, des actes et des croyances complémentaires, c'est ça le point, complémentaires à ceux de la Mésopotamie. Dans les deux cas, d'étonnantes lumières brillaient sur une terre et sur des époques jusqu'alors presque totalement vides et sombres. Mais le véritable Big Bang s'est produit à quelques mètres de distance l'année suivante, en 1975, dans le même jour de la victoire choquante du boxeur Muhammad Ali à Manila. Deux autres archives cunéiformes, deux, une bien plus grande que celle qui s'est trouvée dans la salle avec la jarre, l'autre de dimensions et de caractéristiques vraiment énormes et uniques pour l'époque, vous pouvez les voir ici, ont été découvertes dans le palais royal de Blois entre septembre et octobre de cette année-là. Et à partir de ce moment, les images d'antiquités de Blois que vous verrez sont tirées des publications scientifiques de la Missione Archeologica Italiana in Syria. Tout d'abord, presque d'un millier de numéros d'inventaire de tablettes cunéiformes sont retrouvés dans la petite salle carrée 2712, dont les dimensions en plan sont de 2,50 m par 2,50 m. Au total, il s'agit d'une archive qui abritait à l'origine un peu plus de 200 tablettes. Fait extraordinaire, le logement de deux consoles en bois placées à une hauteur d'environ 1,30 m, sur lesquelles ces tablettes étaient placées le long de deux murs de la pièce, avant que l'incendie ne les fasse s'effondrer, ont été conservés. Les textes de cette archive, à moitié publiés, sont essentiels pour obtenir des informations sur les denrées alimentaires et les pratiques qui s'y rapportent. La salle abritait aussi des pots et des vases. Immédiatement après, dans la salle 2769, on découvre ce que l'on appelle communément la Grande Archive, dont les dimensions en plan sont de 5,10 mètres par 3,55 m. On y trouve plus de 14 000 numéros d'inventaire, de ce qui est, à ce jour, le plus grand noyau de tablettes de Blois. La grande majorité d'entre elles étaient encore en place le long des parois de la salle, organisées à l'origine avec 3 étagères en bois disposées sur 3 côtés. L'année suivante, 1976, 600 autres numéros d'inventaire des tablettes des fragments y ont été trouvés. Le nombre total de tablettes entières ou fragmentaires est impressionnant. Il est tout aussi rare et exceptionnel d'avoir des informations sur la disposition originaire des tablettes sur les étagères et sur leur relation avec les mobiliers. Cela a permis de proposer une reconstruction générale de la localisation de nombreuses différentes typologies textuelles. Et je reviens sur ça. Récemment, une reconstruction grandeur nature de cette archive a été mise en place à l'Université de Rome La Sapienza. Vous la voyez à droite, la photo de cette reconstruction. Je reviens à cette diapo. La grande majorité des différentes typologies textuelles est constituée de textes de la pratique, surtout administratifs, mais aussi épistolaires, politiques, juridiques, auxquels s'ajoutent de nombreuses listes lexicales
et de textes religieux, tels que des hymnes et des incantations, et aussi 2 textes thérapeutiques. Vous voyez ici dans les détails, on peut faire un petit commentaire, parce que c'est assez clair que l'effort des savants qui ont étudié la situation a permis de produire cette map qui donne une bonne idée de la situation originale. Et il faut connaître quelques petits détails qui n'est pas évident au dehors du petit monde des gens qui étudient Ebla. C'est-à-dire dans la didascalie, il y a des noms propres anciennes, naturellement, comme Irkabdam ou Arrukum, etc. Ce sont des noms qui sont importants pour Ebla, sont des noms de rois et de soi-disant ministres, c'est un problème, de gens qui étaient à côté du roi d'Ebla. Et donc, on peut imaginer une chronologie, parce que, je peux le dire, les noms propres font référence à des personnes, d'hommes en réalité, qui ont vécu dans la même période, mais quelqu'un comme Irkabdamo un peu avant de Ibizikr, en réalité c'est un typo. Ici, en bas, vous voyez le numéro R. Le roi n'est pas Ibizikr, mais c'est Ishartamo, mais ça c'est une petite faute d'impression. Alors, il y a certainement la possibilité de mettre en relation les tablettes avec une chronologie interne de Bla. Et en plus, il y a clairement la possibilité de mettre en relation les tablettes et les zones des étagères avec des typologies textuelles. Donc on peut jouer entre typologie et chronologie. Et vous voyez qu'il avait une approche certainement réglée. Ce n'est pas une archive chaotique, non. C'est clair qu'on voit un effort de mettre ordre dans une quantité importante de tablettes, milliers de tablettes. Et on a l'impression, au fond, qu'ils utilisaient d'une manière difficile à formaliser pour nous aujourd'hui, soit la typologie, soit la chronologie. Par exemple, il faut faire attention au fait que Q et R sont, dans la didascalie, la même typologie, rituel pour le mariage du roi. Donc, clairement, 2 textes de la même typologie. Mais ils sont placés, Q et R, si vous les trouvez, dans des régions distantes, différentes de l'archive. Au contraire, dans quelques cas, c'est clair que la typologie était le premier critère pour le placement des tablettes. Donc, il semble qu'il y avait une situation mixte. Typologie et chronologie étaient la base pour organiser leur base, les gens de Bla, les scribes. Et il y aura, dans mes présentations, il y aura d'autres cas dans lesquels j'essaierai de mettre en relation structurelle typologie et chronologie des tablettes et des textes. Eh bien, vous voyez ici quelques cases de ces mappages d'archives concernant lettres, liste lexicale sumérienne, incantation, liste lexicale bilingue, sumérienne et sémitique, compte des tissus, texte administratif relatif aux tissus, et compte de métaux. Ce dernier écrit sur de très grandes et très lourdes tablettes d'argile. En réalité, la situation archéologique et archivistique de cette zone du palais royal d'Ebla et présargonique est encore plus complexe pour 2 raisons. D'abord,
en 1976, on a découvert et fouillé le vestibule 2875, adjacent à la salle de la Grande Archive, qui permettait l'accès depuis les larges espaces ouverts appelés cours des audiences, situés à l'ouest. Ces deux salles, la Grande Archive et le vestibule, ici dans une photo prise avant 2010, ont été construites, ces deux salles, sous le grand porche préexistant, à une époque très tardive, peu avant l'incendie final. Dans les vestibules ont été trouvées une centaine de tablettes de contenu similaire à celui des tablettes de la Grande Archive, dont une vingtaine de lettres. Il a été proposé que la Grande Archive 2769 et le vestibule 2875 étaient un véritable scriptorium. Étant donné qu'on a trouvé dans les coins sud-est de la Grande Archive un fond de jarre avec des morceaux d'argile préparés pour être écrits, mais pas encore utilisés. Tandis que près des banquettes du vestibule ont été trouvés des instruments d'écriture, tels que des fragments de styles en os et un objet en stéatite de forme ellipsoïdale, pointu aux deux extrémités, probablement utilisé pour effacer parties incorrectes des textes cunéiformes déjà inscrits sur les tablettes. En second lieu, encore en 1976, dans la zone à ciel ouvert de la cour des audiences dénommée 2752, on a découvert un étrange dépôt de tablettes cunéiformes sur des planches de bois brûlés. Situées à une quinzaine de mètres de la Grande Archive. Ce dépôt comprend 21 textes administratifs de comptes de tissus ou de métaux, presque tous de grande taille et souvent plutôt fragmentaires. Nous savons aujourd'hui que quelques joints sont possibles avec des fragments trouvés dans la Grande Archive. Je ne connais pas d'explication convaincante pour cette situation bizarre, qui en tout cas a dû se produire après l'incendie qui détruisit le palais royal. 1976 est aussi l'année de la découverte de l'archive trapézoïdale 2764, un vaste espace d'environ 5 mètres sur 6, à l'origine richement décoré de grands panneaux en bois sculpté, qui se trouvent encore une fois très proches des autres archives. Une trentaine de tablettes très fragmentaires étaient placées sur des hautes banquettes en briques crues, presque certainement fermées par des battants en bois. Encore inédites, elles se subdivisent en 17 petites tablettes lenticulaires avec comptes de métaux et une douzaine de grandes tablettes en mauvais état de conservation, avec compte des produits agricoles et d'élevage. Ces deux crétules trouvées là, portant chacune l'empreinte du saut-cylindre inscrit en cunéiforme des noms fonctionnaires héblaïtes, ont été par contre publiées. Parmi les œuvres d'art récupérées dans cette salle, vous voyez une célèbre statuette dorée. Dans les années qui suivirent, d'autres découvertes sporadiques d'objets inscrits en cunéiforme ont eu lieu au Palais Royal Presargonique de Blois, dont vous voyez la position relative sur le site de Tel Mardig. En 1977, on a découvert un poids piriforme inscrit en calcaire près de l'archive trapézoïdale, ainsi qu'une bulle dans l'adjacente courte antérieure, qui a aussi, la courte, restitué des matériaux riches tels que lapis-lazuli brut, des fragments de vases égyptiennes et des coiffures de statuettes miniaturistes. Et encore une autre bulle dans la même région du palais.
Plus au sud, entre 82 et 84, 5 importantes tablettes administratives et juridiques au contenu très hétérogène ont été découvertes dans 4 salles du quartier sud, et vous pouvez en voir une ici. Cette partie sud est une zone du palais peu connue, dans laquelle on peut soupçonner l'existence d'une autre archive de tablettes cunéiformes, pas encore trouvée. En 2003, une tablette administrative a été trouvée avec une plaque figurée fragmentaire, que vous voyez ici à gauche, dans les remplissages mis en place pour refaire les sols d'une pièce du quartier nord du Palais Royal. Assez particulière, cette tablette enregistre plus de 1000 jarres d'huile d'olive destinées à Marie. Olive envoyée à Marie. 1000 jarres, plus de 1000 jarres. Comme dans les cas des tablettes erratiques, alors, pendant mes présentations, j'essaierai de montrer la valeur de chiffres, de numéros. Il y a très souvent dans le texte de Blas des numéros énormes. On peut les mettre en relation à une générale richesse. Et on verra que la richesse est étonnante et ça cause des conséquences, naturellement. Cette énorme richesse montrée par les tablettes administratives. Comme dans les cas des tablettes erratiques du quartier sud que nous venons de voir, aussi cette tablette du quartier nord suggère, à mon avis, la présence à proximité d'une autre peut-être grande archive cunéiforme, pas encore trouvée. En 2004, un lot de 13 tablettes administratives, pour la plupart de petite taille, enregistrant des objets en métal précieux, a été trouvé dans une petite pièce, 84-96, près de la salle identifiée comme la salle du trône, où des bulles avec des empreintes de sauts-cylindres ont également été trouvées. Et ici, vous voyez une tablette et une bulle. Il a été proposé que les 2 salles sans autre sortie au sud, les 2 salles au sud avec la flèche rouge, abritaient les trésors des rois de Blas Pressargonique. Elles ont été trouvées vides. Enfin, en 2007, une petite tablette administrative enregistrant des objets en cuivre a été trouvée dans une autre salle du quartier nord, située à proximité de la salle où les premières tablettes cunéiformes avaient été trouvées en 1964. Près de la tablette, ces deux extraordinaires œuvres d'art figuratif y ont été aussi trouvées. Dans cette même salle a également été trouvé les sauts-cylindres inscrits d'un fonctionnaire du Palais Royal, que vous voyez ici, avec à droite les 2 temples pressargoniques qui ont été aussi fouillés à Tel Mardi. Des scellements de sauts-cylindres ont été trouvés dans plusieurs salles du Palais Royal, et nous savons qu'au moins 3 fonctionnaires possédaient des objets administratifs de ce type avec inscription cunéiforme. Cette photo montre concrètement la matérialité des tablettes pressargoniques et blahites. Leur découvreur tient dans ses mains une d'entre elles, une liste lexicale. Les tableaux synoptiques de découvertes survenus entre 1974 et 2007, qui ont été discutés jusqu'ici, indiquent de manière déterminée que des tablettes cunéiformes ont été découvertes dans 3 zones du Palais Royal de Blas. D'un côté, le noyau principal a été découvert au milieu des années 70 dans ce qui a été appelé les quartiers administratifs, où on a trouvé texte en 2004 aussi. De l'autre, des noyaux mineurs ont été découverts jusqu'en 2007 dans des quartiers situés au nord et au sud de cette région centrale. J'ai résumé sur cette carte ici à droite les nombreux endroits où des textes cunéiformes ont été trouvés dans les palais pressargoniques de Blas, accompagnés d'images
du site tel qu'il était vers 2010 et d'une référence à l'impact que les découvertes d'antiquités du Proche-Orient ancien peuvent avoir sur la culture pop. Dans ce cas, une graphic novel que je n'ai pas lue. Enfin, nous voyons ici une vue synoptique de la topographie et de la chronologie des découvertes en question. Des milliers de tablettes ont été trouvées dans la partie centrale des fouilles, tandis qu'au nord et au sud, leur nombre se limite à quelques dizaines seulement. Il y a deux hypothèses sur la quantité originaire des tablettes qui s'est trouvée dans les zones fouillées du Palazzo G. Elles sont estimées entre 3000 et 5000. Et à mon avis, environ 3000, peut-être 3200, 3300, est l'indication la plus convaincante. Les distances entre les lieux où ces textes cunéiformes ont été découvertes sont modestes, ne dépassant pas 120 mètres. Les fouilles du palais présargonique d'Ebla ont couvert environ 4700 mètres carrés, tandis que la taille originaire du bâtiment a été estimée par les fouilleurs entre 20 000 et 30 000 mètres carrés environ, c'est-à-dire de 4 à 6 fois plus. Si le nombre originaire des tablettes cunéiformes retrouvées est environ 3000, cela donne une densité de 16 tablettes par mètre carré fouillé. Sur cette base, si cette densité était constante, on pourrait supposer que, juste avant sa destruction, ce palais abritait entre 12 000 tablettes, s'il couvrait environ 20 000 mètres carrés, et 18 000 tablettes, s'il couvrait environ 30 000 mètres carrés. Mais ce sont évidemment que des spéculations. Peut-être pouvons-nous imaginer que moins de la moitié des tablettes cunéiformes originalement présentes dans les palais ont été trouvées par les archéologues. En général, je suis parmi ceux qui pensent qu'une fois inventée, cette technologie particulière appelée écriture a été utilisée partout, beaucoup et continuellement, de manière obsessionnelle et désespérée, produisant les bases de cette bureaucratie omniprésente que, des milliers d'années plus tard, nous constatons chaque matin au réveil. L'inventaire des textes cunéiformes trouvés à Tel Mardik ne serait pas complet sans la mention rapide d'un petit groupe de textes de la pratique écrits après les torses acéphales qui, en 1968, permit d'identifier les sites avec Ebla. Encore presque toutes inédites, vous voyez ici en bas à gauche les rectos d'une petite lettre, ces tablettes en langue acadienne, certainement postérieures à 2000 avant le Christ, seront publiées par Jean-Marie Durand, qui a déjà commencé leur interprétation en soulignant les difficiles contextes documentaires. Datées près de 1600 avant le Christ, des inscriptions cunéiformes, comme celle de l'empreinte des sceaux sur une jarre d'Ebla au centre en haut, ou celle du sceau-cylindre d'Oxford, dont la provenance n'est pas claire, à droite, enrichissent les informations émiques internes qui restent malheureusement assez rares sur la dernière Ebla, celle du bronze moyen. Il est étrange que cette Ebla ne soit pas mentionnée dans des textes cunéiformes où on trouve presque tout, comme ceux de paléo-babylonien de Marie Amorite. Une ancienne information éthique donc extérieure à Ebla elle-même sur la fin ultime d'Ebla vers l'année 1600 est apparue de manière inattendue il y a 40 ans dans les textes connus sous le nom moderne des Chants de libération, récupérés en version hourique et hittite parmi les tablettes cunéiformes trouvées dans la capitale hittite Hattusa. Cette source littéraire extraordinaire est en dehors des sujets que je traiterai ici au mois de juin, tout comme je ne traiterai pas de l'importance pour la question amorite récemment enrichie par la publication de 2 textes bilingues amorite-acadiennes de la dernière Ebla, celle qui se reflète dans la morphologie actuelle du site lui-même de Tel Mardik.
Aujourd'hui, je mentionne seulement le fait que, généralement, les informations sur les Amorites, qui est les plus anciennes sources écrites mésopotamiennes, 3e millénaire, nous donnent, ne sont pas natives, mais encore une fois externes, étant les Amorites, pour les Mésopotamiens du Bronze ancien, les voisins occidentaux. Les informations non négligeables sur les Amorites qui sont fournies par les textes cunéiformes des Blats pré-sargoniques me font plutôt penser qu'au fond, pas étonnement, des données moins vagues sur les Amorites avant Sargon sont disponibles précisément en Occident, compte tenu de la nette proximité géographique. Je reviens donc maintenant au texte pré-sargonique des Blats. Non. Voici une sélection d'objets qui servent à placer les tablettes d'argile dans leur contexte. En négligeant la céramique, j'ai choisi de contraster les tablettes avec des œuvres d'art qui montrent comment les élites des Blats voyaient elles-mêmes et leur propre Dieu dans des représentations qui nous sont parvenues sous leur forme miniaturistique. Ici, vous voyez une sélection des tablettes déjà publiées qui visualisent la grande différence de taille entre les tablettes elles-mêmes, tablettes appartenant à des typologies différentes. La matérialité d'une tablette est naturellement le premier élément à considérer si l'on cherche de comprendre son texte cunéiforme. Voici quelques dessins schématiques qui montrent de manière générale la forme et les traits principaux des tablettes sur lesquelles étaient écrits des textes administratifs de types divers. Et j'ai ici rassemblé des photographies, des fragments administratifs déjà publiés qui illustrent certains aspects matériels qui sont très importants. Si l'on prend en compte la préservation du texte écrit, l'exemple 1 montre des situations qui aujourd'hui sont bien différentes, considérant que dans les fragments ci-joints que vous voyez, les signes cunéiformes sont soit bien conservés, soit au contraire peu lisibles. Mais en réalité, nous pouvons lire tous ces textes grâce à sa répétitivité et prévisibilité, même sans recourir à des technologies plus sophistiquées que la vue humaine, technologies qui d'ailleurs sont de plus en plus utiles en assyriologie. Si on prend ensuite en considération la rédaction ancienne du texte, l'exemple 2, est-ce qu'il y a deux? Oui, montre comment les bords de la tablette peuvent être inscrits. L'exemple 3 montre l'ajout de textes cunéiformes réalisés lorsque l'argile de la tablette séchait. 3, sur la partie gauche, il y a une colonne avec un texte incisé sur l'argile désormais presque sèche. Et l'exemple 4 montre un des fréquents espaces anépigraphiques, dont l'importance fonctionnelle est parfois négligée. Cela vaut aussi par d'autres éléments extralinguistiques présents sur les tablettes, comme par exemple certaines lignes marquant une quantité qui ont été ajoutées à une distance chronologique de la rédaction primaire du texte administratif qui n'est pas évidente. En général, dans les études hébraïques, le texte a très souvent prévalu sur sa tablette, comme si la philologie cunéiforme pouvait se passer des données matérielles, comme si le texte était quelque chose d'abstrait. En réalité, il faut revenir aux tablettes et discuter aussi quelques aspects importants. Par exemple, vous voyez l'exemple 4, c'est le même fragment, mais je l'ai tourné de 90 degrés pour suggérer le fait que nous lisons ces tablettes d'une manière qui aurait fait rire les anciens scribes, probablement. C'est-à-dire comme si je lis mon truc ici, je peux le faire en réalité, mais ça c'est de la technologie. Mais vous comprenez qu'est-ce que j'ai dit. Il y a des épreuves, des indices, certainement et probablement des épreuves pour penser qu'il faut tourner les tablettes de
46 degrés à droite pour les lire comme les scribes les produisaient. Comme vous pouvez le voir, sur les tablettes de Blas, les signes cunéiformes sont gravés très clairement. En outre, leur lecture, les signes, sont déductibles à partir de textes présargoniques comparables provenant de la Mésopotamie. Il n'était donc pas nécessaire de déchiffrer les tablettes de Blas après leur découverte au milieu des 70, car elles peuvent normalement être lues très facilement. Les vrais problèmes avec les textes de Blas résident dans la compréhension de ce que nous lisons. Nous lisons, mais quoi? Quoi nous lisons? Aujourd'hui, nous comprenons assez, mais ce que nous ne comprenons pas reste encore tout de même beaucoup, et il s'agit souvent de questions fondamentales. Nous avons des idées assez claires sur de nombreux aspects, même minuscules, de la grammaire ou du lexique, mais d'autres aspects sémantiques, souvent structurels, nous échappent ou restent entourés d'ambiguïté. Si l'on passe ensuite de la lecture et traduction des textes à leur interprétation historique, une bonne partie des questions clés ne trouvent encore pas de solutions partagées par la communauté scientifique. Et je commence maintenant une partie qui est dédiée à quelques problèmes. Ce sont des questions ponctuelles, à mon avis intéressantes, parce qu'un peu surprenantes, qui sont soulevées par les tablettes trouvées à Tel Mardich. Elles concernent, en premier lieu, des aspects primitifs de la rédaction des textes, qui donc nous conduisent à considérer avec attention les pratiques propres aux scribes de Blas. Ensuite, la liste des rois que j'ai déjà évoquée permet d'aborder les passés des archives retrouvées avec des conséquences intéressantes. Je discuterai donc l'étrange graphie du terme sémitique pour premier-né, qui est documenté dans certaines listes lexicales hébraïques, quelques duplicats qui présentent des variantes graphiques curieuses, 4 syllabogrammes dont la distribution à Ebla et dans des documentations comparables nous dit certainement quelque chose de structurel qui toutefois ne semble au moins pas clair. Et enfin, le fait qu'Ebla nous donne des termes sémitiques pour bègement et bègue qui ne sont pas attestés en acadien et qui sont diagnostiques, encore une fois, de quelque chose d'intéressant au niveau culturel. Puis, je discuterai des questions comme les passés dynastiques du souverain d'Ebla, le dernier roi, qui régnait quand son palais fut détruit, et l'adoption du cunéiforme par l'administration éblaïte. Nous sommes au dehors de la Mésopotamie, donc la question de l'adoption du cunéiforme est importante. Et à la fin, je commencerai à aborder la question cruciale, une question large et complexe, de la fin des archives de Blas. Pas aujourd'hui. Ici, vous voyez, je commence avec la question du premier-né. Et c'est une excuse pour introduire un fait singulier, particulier, c'est que le syllabaire des tablettes de Blas est différent des syllabaires des tablettes mésopotamiennes. En bonne partie, il est le même. Les différences sont visibles, importantes, mais on peut les estimer, disons, 25% des situations sont inattendues si on considère la Mésopotamie comme point de repère, comme base. Ici, vous voyez qu'un sumérogramme d'Humusang est glosé, où on lui donne un équivalent lexical, sémitique, bukrum, un mot bien connu en acadien, qui est écrit, et ça c'est la chose un peu surprenante, il est écrit dans 3 manières différentes, dans 3 différentes sources lexicales, la source D, A et, les sources D, A et C, qui sont
la séquence chronologique des sources est sûre, la distance chronologique entre elles n'est pas sûre. Mais il s'agit de 3 scribes différents, c'est sûr, ça, qui ont écrit les mots bukrum pour écrire bukrum, 2 syllabes, bukrum. Ils ont utilisé 3 signes, bu 3 ga rou 12, bu 3 ga lou, bu 3 gou 2 lou. Alors, ça, c'est quelque chose que avant Ebla n'était pas jamais vu en réalité. Il n'y a pas de situations comparables dans la documentation comparable mésopotamienne, c'est-à-dire celle du bronze ancien, plus ou moins autour Sargon d'Akkad. Et on a pensé à une variante lexicale, Bukharum, mais ça ne marche pas et linguistiquement, ça est peu convaincant. Donc, il y a ici une situation qui montre des scribes cunéiformes qui ont pris des choix nouveaux pour nous aujourd'hui et dont la logique n'est pas évidente parce que, comme vous voyez en bas, j'ai écrit que pour écrire niktashash, c'est-à-dire un mot un peu plus complexe et plus articulé que bukrum, les mêmes scribes, un scribe comparable à quelqu'un de 3 scribes de la liste lexicale a écrit ni ikda shahash, c'est-à-dire il a écrit d'une manière akkadienne. Donc, on voit, et ça c'est encore plus compliqué, parce que si Ebla était complètement différente, était facile, complètement différente, et donc avec ses propres règles. Non, ici il y a un mélange constant. Il y a la Mésopotamie, mais pas complètement. À un moment donné, la Mésopotamie n'est plus présente, les règles changent d'une manière pour nous étonnante. Et d'ailleurs, si on regarde où Ebla est placé géographiquement, en réalité, ce n'est pas étonnant. Non, il faut s'habituer à ça. C'est la réalité. L'étonnement est dans nous, pas dans la réalité. La réalité n'est pas étonnante, réelle. Donc, ici, vous voyez que pour avoir une bonne reconstruction du lexique dans ces cas-là, en tout cas des textes d'Ebla, il faut être sensible aux règles adoptées par les scribes d'Ebla pour écrire leurs propres matériaux. Le problème, c'est que Bukrum ici signifie premier-né du Musang, mais en Mésopotamie, il signifie plutôt fils. Il y a des usages de Bukrum comme premier-né, mais ont été déjà repérés, par exemple dans Tukulti Ninurta, mais ont été considérés particuliers. Non, on voit peut-être leur origine ici, au dehors de la Mésopotamie, d'une manière totalement imprévue. Et je m'arrête ici, je crois, parce que c'est 12 heures. Et la prochaine fois, je commencerai, vous voyez ici, non, je vais terminer avec cette slide diapo-là, parce que un très bon collègue, Manfred Krebernik, a écrit il y a quelques années que les assyriologues doivent remercier le fait que les graphies consonne-voyelle, comme celle adoptée pour écrire Bukrum à Ebla, sont disparues de l'histoire du cunéiforme après Ebla, parce que sinon, les assyriologues auraient eu les mêmes problèmes des collègues qui étudient les textes mycénéens, dans lesquels on a vraiment on écrit avec les signes consonne-voyelle, et ça cause de grands problèmes pour comprendre quelle est la vraie forme grecque qui est derrière la graphie mycénéenne. Et
Et donc, l'observation par Gelb, au début, vrai début, que Ebla est complètement différent de l'acadienne, probablement reste encore bonne et elle peut nous guider dans notre approche à cette documentation cunéiforme. OK, donc je termine ici et on verra d'autres cas particuliers qui font référence au monde des scribes cunéiformes. Merci. Merci beaucoup, cher Marco, pour ce premier cours. En t'écoutant, il y a des souvenirs qui sont revenus chez moi aussi. Et je me rappelle très bien, c'était au printemps 1976, donc juste après la grande découverte, Emmanuel Laroche avait invité Paolo Mattier et Giovanni Pettinato, qui était à l'époque son épigraphiste, ici au collège, dans une salle qui n'existe plus, seulement dans le souvenir de ceux qui étaient là. Et donc c'était l'année où je préparais avec Francis Johannes l'agrégation d'histoire, et donc on était allé écouter cette conférence, et on avait en effet le sentiment que on assistait à une découverte extraordinaire, comme il y en a eu peu dans l'histoire de la redécouverte du Proche-Orient ancien. Donc ça, c'était un moment, je dirais, privilégié, en effet, dans la vie de ceux qui ont commencé la syriologie à ce moment-là. Alors après, il y a eu un certain nombre de divergences qui ont même été davantage encore. Et alors, j'ai cru naïvement, je dois dire, en voyant ton affiche, que la scène des boxeurs faisait allusion à tous ces débats enflammés qui avaient eu lieu entre savants. Et en fait, tu nous as donné une autre explication. Je ne peux pas m'empêcher de me demander dans quelle mesure ça n'était pas aussi cum grano salis, mais j'avoue que, n'étant pas spécialement intéressé par l'histoire de la boxe, le rapprochement avec cette victoire de Mohamed Ali m'avait échappé. Bon, c'était choquant. Donc, j'ai essayé de trouver une icône choquante comme la découverte. D'accord. Non, ce n'était pas une référence à la guerre interne entre les savants, qui d'ailleurs était, franchement, je le dirai la prochaine fois, dit Otto Edzard en 96, je crois, ou 15, allait à Bruxelles présenter une conférence. Le texte de sa conférence était publié dans Acadica. Il a publié en français et le titre est Ebla ou la grande surprise du Proche-Orient. Et Edzard fait référence aux années précédentes. Et déjà, lui, il dit que la guerre de Ebla moderne fait sourire parce qu'elle était fondée sur en réalité, sur la tentation de tout comprendre vite quand ce sont des choses assez difficiles, les textes cunéiformes, il faut aller doucement parce que sinon on risque d'inventer des choses. Et on peut voir qu'il y a des hypothèses qui ont été enseignées à l'université qui désormais sont zéro, nul, complètement abandonnées, mais qui ont formé de jeunes savants comme moi. Moi, j'étais formé sur des choses qui sont inexistantes. Et donc, on a fait des fautes naïves pour vouloir tout comprendre vite. Mais en même temps, si je me rappelle bien, je pense que c'était dans la même conférence où Edzard a dit que finalement, ces dissensions avaient eu des retombées positives malgré tout, parce qu'elles ont conduit à l'organisation de la publication des archives de manière assez construite et assez rapide au démarrage. Donc, il avait aussi indiqué ça. Je pense que c'était dans la même conférence. Et alors ça me conduit aussi à une observation sur les statistiques que tu as faites sur le nombre de tablettes. C'est naïf.
il serait intéressant de refaire des calculs de ce genre avec la comparaison du Palais de Marie, parce que le Palais de Marie, on l'a en entier, en fonction des zones qu'on choisirait, évidemment, l'extrapolation ne serait pas la même. Hein. Non, donc, c'est pas constante. Non, c'est un peu... Mais le vrai point pour moi est qu'on appelle très souvent cette pièce-là, grande archive, et ça c'est correct parce que grand est descriptif, et on l'appelle aussi archive centrale. Maintenant, est-ce que centrale est correct? Oui, d'accord. Quelle preuve nous avons d'une centralité? Qu'est-ce que signifie centralité? Et on a trouvé des tablettes presque partout. Ça, c'est le point. Oui, oui. Presque partout. Il y avait des tablettes presque partout. Et je pense qu'on pourrait prendre en considération le fait qu'au nord et au sud, donc dans des régions pas investiguées archéologiquement, il y avait d'autres archives, et peut-être grands, et à ce moment, centrale n'est plus bonne. Donc, grande archive, j'utilise grande archive parce que ça, c'est correct. Centrale implique quelque chose que nous ne savons pas. Et donc tu nous mets déjà en appétit pour la prochaine fois. Donc on se retrouve ici même la semaine prochaine. Et puis donc je vous rappelle que demain on a la conférence de Sylvia Alaora dans la salle Mireille Marty à 11h également. Et donc merci encore et merci, à la semaine prochaine. Merci.